Bonjour à tous, merci de votre participation aujourd'hui. Donc moi je suis Mathieu Poitrémol, je suis associé chez Finnegan, qui est un cabinet français indépendant, spécialisé sur tout ce qui est transformation, métier, réglementaire et techno. Donc aujourd'hui nous avons la chance d'avoir des intervenants passionnants pour partager justement le débat. Je propose de vous les présenter avant de commencer vraiment dans le vif du sujet. Donc tout d'abord Jérémy, donc tu es General Manager N26, à la fois sur la zone France et sur la zone Benelux. Pierre, donc tu es responsable de la stratégie et du secrétariat général chez Bourseau Banque. Et puis enfin, Thibaut, tu es dirigeant et cofondateur à la fois de QuickSign, donc qui est une solution SaaS qui permet de faciliter l'onboarding des clients sur les services financiers, mais également de Panorama Bank, qui est le premier comparateur en ligne français, à la fois sur la partie banque au quotidien et crédit. Donc peut-être juste pour introduire, c'est vrai que ça fait presque une dizaine d'années qu'on voit que tous nos comportements sont bouleversés avec les sujets numériques et de manière assez naturelle, on va dire, les services financiers n'ont pas échappé à cette tendance. Et donc avec l'arrivée de ces nouveaux acteurs, banque digitale, alors qu'on a appelé longtemps néobanque, et à chaque fois, c'est assez amusant parce qu'à chaque fois qu'on parle de ces acteurs-là, revient toujours le sujet de comparaison avec les banques traditionnelles et le sujet de la rentabilité. C'est souvent le sujet qui est toujours mis en avant. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est crucial et le chemin vers la rentabilité, il est toujours assez complexe. Mais je le représenterai, on va dire, en trois dimensions et ça fait partie des éléments qu'on va un petit peu investiguer. Le premier sujet, c'est l'éternelle course à la conquête de nouveaux clients, aller chercher, on va dire, à convertir des nouveaux clients pour avoir une base de clients suffisamment large pour amortir la base des coûts. Mais par contre, ça passe souvent par, on va dire, des investissements assez significatifs d'un point de vue marketing, fidélisation en tant que tel. La deuxième dimension, c'est l'élargissement de l'offre et des services qu'on peut proposer à ces clients-là. Même principe, en fait, pour faire monter le PNB unitaire de chacun des clients. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans certains cas, la couverture métier qui est proposée justement par ces acteurs-là se rapproche, dans une certaine mesure, des banques traditionnelles. Et puis le dernier pan, c'est vraiment la partie, on va dire, structure de coûts, optimisation des coûts sur la partie efficacité opérationnelle, parce que même si vous n'avez pas toute la complexité du réseau avec toutes les agences, etc., il y a quand même un enjeu vraiment d'une efficacité optimale sur l'ensemble de la chaîne, et donc ça passe souvent par des automatisations assez systématiques de l'ensemble des opérations. Si on regarde juste de l'autre côté du miroir sur la partie banque traditionnelle, comment elles se sont comportées, on va dire, face à ces activités-là. En fait, même si vous le savez, toutes les banques se sont équipées d'entrer en relation à distance, souvent d'ailleurs en s'inspirant, voire en répliquant ce que vous aviez fait sur vos parcours. Mais la part d'entrée en relation, enfin de nouveaux clients générés par ces parcours-là, elle reste quand même assez faible en proportion, quoi. Donc du coup, on arrive au débat du jour et à la conclusion, c'est est-ce qu'on peut considérer que le match est plié et est-ce que les banques digitales ont gagné ? Donc je propose peut-être, avant de rentrer vraiment dans le cœur, de s'arrêter sur quelques chiffres un petit peu clés. Jérémy, si on commence par N26 peut-être ? La réponse est oui, juste pour info. Quelques chiffres clés pour nous. Donc N26, c'est à peu près 10 millions de clients en Europe. En France, on est au-dessus de 3. Donc, après, toutes les banques appellent des clients, ont des définitions un peu différentes, mais c'est assez clair. Ce qui est important aussi pour nous, c'est en termes de, parce qu'on parle un petit peu de croissance, notre croissance, c'est à peu près 2/3 d'organique, de bouche à oreille. Ce qui est quand même assez clé, parce que j'aime bien contredire les gens où on explique qu'il faut des gros budgets pour croître. On prouve plutôt le contraire. Deuxième sujet, c'est bien entendu la rentabilité. Donc en France, on est rentable depuis 5 ou 6 ans. On est rentable depuis un semestre au niveau global. Et pour vous donner aussi, parce qu'on parle de chiffres, on a à peu près un client sur 2 chez nous qui souscrit à des offres payantes. Donc ça, c'est aussi assez clé. Et une troisième thématique qu'on abordera aussi probablement plus tard, qui est l'utilisation, la principalisation des comptes, où on voit aussi que assez rapidement, au bout de quelques semaines ou quelques mois, les clients utilisent leurs comptes de façon principale assez rapidement. Alors pour Bourseau, tu m'as dit que tu voulais du chiffre. Alors je ne vais pas vous abreuver. Je crois que ce matin, on a communiqué les 7,6 millions de clients qu'on vient de passer. Pour info, on a recruté à peu près 1,5 million de clients, donc nous uniquement en France depuis à peu près 3 ans. En 10 ans, on a du coup multiplié à peu près par 10 notre taille client.
Intéressant aussi sur ce 1,5 million, à peu près 50% à moins de 25 ans. Donc on voit qu'on adresse vraiment une population jeune. Et donc ça nous donne des taux de pénétration chez ces jeunes d'à peu près 25%. Si je parle de taux de pénétration, on a à peu près 10% au niveau de la France. Mais sur certaines populations, à Paris, on est presque à 20% ou 30% par exemple chez les cadres. Après, tu parlais effectivement de principalisation des comptes. Nous, ce n'est pas tellement un indicateur qu'on regarde. On estime qu'il est à peu près à 50%, le taux de clients qui utilisent Bourso comme compte principal. Après, chacun a sa définition, comme tu le dis. Et puis surtout, je pense que c'est un indicateur qui est un peu vieilli. Finalement, la fragmentation du marché va aller de toute façon à une multibancarisation croissante. Donc, nous, on regarde vraiment l'évolution des encours, etc. chez nos clients. Évidemment qu'on veut les équiper, mais le taux en tant que tel n'est pas forcément un indicateur. Après, donc nous, la grande différence, mais on en reparlera, c'est effectivement notre offre produit, ce qui fait que du coup, on a globalement des encours sous gestion à peu près 80 milliards et on fait du crédit depuis un moment déjà, donc à peu près 15 milliards de crédit, donc ça fait à peu près 10 000 euros par client pour donner un ordre de grandeur. Et puis la rentabilité, dernier point, un peu l'idée reçue, comme tu disais, que la banque en ligne, ça coûte très cher. Moi, je voudrais juste rappeler, peut-être parce que les gens n'ont pas forcément ça en tête, Boursobank, c'est un peu une vieille néobanque ou une ancienne banque digitale, enfin on dit comme on veut. Mais on a été donc rentable de 2000 à 2015, parce que notre histoire, elle commence effectivement plutôt autour des années 2000. Ensuite, il y a eu la période très particulière 2015-2023 avec effectivement une très forte croissance chez Bourso, avec des taux très faibles, vous connaissez ça aussi bien que moi. Donc une phase effectivement où on a perdu de l'argent, totalement assumée, hein, c'était vraiment une phase d'acquisition et d'investissement. Et puis depuis 2023, maintenant nous sommes effectivement rentables. Merci à tous les deux. Peut-être Thibaut, quelle est ta vision justement par rapport aux chiffres clés, justement, toi de vision un petit peu de côté en tant que partenaire justement de ces acteurs? Ouais, alors au-delà de ces chiffres, c'est intéressant et important de pouvoir les partager et d'aller au-delà du nombre de clients conquis, qui est un petit peu le marronnier de l'exercice. Moi, l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qui fait la différence entre travailler avec des néobanques, des banques directes et les banques traditionnelles. Il y a au moins 3 éléments clés qui fait qu'on voit vraiment la différence. Premier élément, c'est que les équipes qui travaillent sur les domaines d'acquisition, hein, que ce soit QuickSign ou Panorama, qu'on travaille sur les dispositifs d'acquisition de consommateurs, de transformation de prospects en clients, on a affaire à des équipes très expertes. On est objectivement sur un sujet industriel dans lequel les équipes ont passé du temps, ont été formées, savent à quoi s'attendre, ont des réflexes au niveau de la recherche de KPI, au niveau de la façon de travailler, qui est une très forte expertise qu'on ne va pas forcément retrouver facilement dans des équipes digitales de banques traditionnelles. Le deuxième élément fort, c'est le fait que dans ces banques, il y a une forte dynamique dans la gestion du triptyque conformité, risque, conversion. C'est-à-dire que dans une banque traditionnelle, généralement, on va aller demander l'avis de la conformité qui va fixer un cadre, puis ensuite on va essayer d'entrer dans le cadre, et ça passe ou ça casse, et puis il va y avoir des échanges, mais des échanges qui vont manquer un petit peu de dynamisme. Dans la partie banque en ligne, clairement, le sujet, c'est un sujet de débat. Clairement, les équipes avec lesquelles on discute sont rompues, donc ont quand même les notions de base de ce qu'attend le législateur, la conformité et puis un petit peu le risque. Ce qui fait qu'on fait avancer le débat plus rapidement et qu'à la fin, généralement, on va trancher tout en haut sur des dispositifs qui peuvent apparaître parfois un petit peu risqués. Ça remonte, le dossier est bien présenté et la prise de risque, elle est assumée au niveau de la direction générale. Et ça, c'est une dynamique qu'on a du mal à retrouver sur la banque retail et qui peut peut-être expliquer pourquoi aujourd'hui, effectivement, tout ce qui se passe sur Internet, tous les consommateurs qui vont sur Internet ouvrir un compte bancaire, ils vont plutôt naturellement sur une banque digitale / néobanque. La troisième caractéristique, elle est plus difficile à mesurer, mais pour nous, on a affaire à des survivors, en fait, à des boîtes low cost, comme dans le travel ou dans la distrie. Donc, ce sont des comportements, ce sont des attentes de boîtes low cost. Donc, voilà, on peut penser à la distribution où on sent bien que quand on est en interaction avec des gens de ce type-là, on doit donner des résultats très rapidement et un sou est un sou. L'exemple type, c'est on fait une réunion avec une banque digitale, il y a 2-3 personnes grand max en face de nous.
Dans une banque retail, pour le même sujet, on va en avoir 12 ou 15. Et c'est tout bête, c'est anecdotique, mais ça révèle aussi à la fin la dynamique qu'on a, cette envie, ce risque. L'histoire, elle s'écrit devant nous. On a pris des risques, on croit à notre histoire, versus souvent peut-être dans le monde de la banque retail, on va élargir notre réseau de distribution et on va aller chercher sur le digital ce qui ne passe plus dans la rue et qui ne pousse plus la porte de nos agences. Et je pense que c'est quand même 3 éléments qui vont structurer le sujet de la conquête et expliquer une partie de cette dynamique. Merci Thibault. Et du coup, si on creuse un petit peu, pour rebondir sur ce que tu disais Pierre tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut essayer de factualiser un peu ce succès-là par rapport aux offres et l'adéquation en miroir des attentes des clients, parce qu'au-delà de l'acquisition en tant que telle, on voit bien que ça fonctionne, et tu l'évoquais, les clients sont aussi des clients actifs, dans une proportion qui est loin d'être négligeable. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer de ta lecture? Moi, je vais déjà peut-être essayer d'expliquer en quelques mots le succès de Boursorama, parce que malgré tout, il y a quand même d'assez grandes différences, alors effectivement avec les banques tradis, mais entre banques en ligne et néobanques. Donc ce qui est clair, c'est que chez Boursorama, ils viennent pour le prix, et puis ils restent après pour les produits, pour l'expérience client. Donc le prix, c'est quand même notre ADN, c'est quelque chose qui est ultra important chez Bourso. On se pavane avec ça fait la 17e année, avec un classement qui n'a pas changé, 17e année banque la moins chère, c'est très important. Et c'est pas juste une posture marketing, on ne s'est pas dit un matin, tiens, on va se réveiller, on va être banque la moins chère. Ça, c'est cohérent avec ce que tu dis. C'est vraiment le fruit d'un modèle qui est hyper particulier, qui est hyper automatisé. Pour vous dire, pour reprendre peut-être quelques éléments que tu mentionnais, donc nous on est 1000 chez Bourso pour gérer 7,5 millions de clients. Je dis toujours que quand moi je suis arrivé chez Bourso, donc c'était 2015, il y avait 600 000 clients et on devait être 750. Et vous voyez qu'en 10 ans après, donc on est 7,5 millions et on n'a finalement que 250 employés supplémentaires. Donc là, tout est un peu dit dans cette histoire-là et ça, c'est vraiment absolument central. Donc on essaye d'être toujours banque la moins chère, donc sur la banque au quotidien, parce qu'encore une fois, les gens viennent pour ça. Mais autant que possible, ce modèle nous permet d'être plutôt bon sur l'ensemble de la gamme, sur la partie produit. Donc ça, c'est le deuxième élément extrêmement important, c'est l'offre produit. Et c'est là où on est quand même très différent des nouveaux acteurs, N26, Revolut, qui ont été extrêmement pertinents et brillants et tout ce que vous voulez sur la conquête client à travers une offre très, très étroite au départ. Maintenant, c'est en train de changer, mais donc ils ont une approche européenne avec un set de produits qui était très faible, enfin au départ. Et nous, on a eu finalement la trajectoire un peu inverse. Je le disais, Boursorama, c'est une vieille banque en ligne. Donc on a développé toute la partie digitale entre 2000 et 2013-14. Et donc dès 2013-2014, on avait l'ensemble des produits 100% digitaux, y compris les plus complexes, puisque je pense qu'on doit lancer le crédit IMO 100% online en 2012 ou 2013. Et donc c'est une fois qu'on a eu le set de produits qu'on a accéléré. Donc ça, c'est assez particulier. Donc je disais à partir de 2015, globalement. Donc aujourd'hui, on a 57 produits globalement et à peu près 1000 fonctionnalités, tous évidemment 100% digitaux. Donc ensuite, il reste et il s'équipe, donc je dis pour les produits et pour l'expérience qui est assez particulière chez nous. Donc l'expérience, c'est évidemment pouvoir faire tout seul à tout moment. Bon, ça je vous apprends rien. Mais également, l'équipement, c'est très important. Il n'y a pas de vendeur chez Bourso. Donc on doit considérer que tous les produits s'achètent et ne se vendent pas. Donc pour qu'un produit s'achète, comme on peut tout comparer en ligne hyper facilement, il faut que le prérequis, quelque part, c'est que le produit soit aussi bon que possible. Donc en tout cas, son rapport qualité-prix soit bon. Que le parcours, il doit être simple, très très clair, et puis évidemment du temps réel, etc. Donc nous, l'expérience client, elle se mesure évidemment par le NPS. On a un NPS qui est supérieur à 50. Là, c'est aussi quelque chose qui est important, un taux de satisfaction de à peu près 8 sur 10. Mais voilà, nous, quelque part, le cheminement, c'est, je trouve les outils, les applis, machin. Derrière, éventuellement, j'ai un bot qui va me donner les éléments de réponse. Et puis le service client, et donc on a quand même évidemment un service client, mais on dit quelque part c'est un échec. Quand le client est arrivé jusqu'au service client, c'est que nous on a raté quelque part quelque chose en amont. Et donc on a une cellule qui est dédiée, qui ne fait que analyser les raisons pour lesquelles on nous appelle et comment on peut détruire systématiquement en amont pour rester le plus à l'os possible, comme tu le disais. Et donc je vais quand même vous lire, parce que je n'arrive jamais à m'en souvenir par cœur, mais elle est très intéressante, notre raison d'être. Je pense qu'elle exprime assez bien ce qu'on fait. Donc Boursorama s'engage à simplifier la banque, à donner du pouvoir d'achat à ses clients et à leur offrir la faculté d'agir sur leur argent.
Donc, tous les mots sont importants. Et c'est bien par cette autonomie que le client, c'est des gens qui viennent, encore une fois, je dis pour le prix, ils restent pour l'autonomie. Et c'est en cela qu'on est quand même assez différent des banques traditionnelles. Hein. Les gens savent pourquoi ils sont là. Ils ne cherchent pas un conseiller dédié ou autre. Et le revers, encore une fois, de cette, ou la récompense, entre guillemets, de cette autonomie, c'est la valeur qu'on peut lui rendre. Et donc, c'est le pouvoir d'achat à travers le prix, qui est quand même, encore une fois, notre objectif principal. Mais le prix, encore une fois, ce n'est pas une invention, c'est bien la résultante d'un modèle ultra optimisé. Merci Pierre. Jérémy, N26, si on fait un petit peu en miroir. Alors déjà, sans faire de point miroir, je suis toujours impressionné par le nombre de banques qui sont les moins chères en France. Quand on regarde dans les pubs, je vous encourage à regarder. Non, mais nous, c'est vrai, c'est la différence. Mais il y en a quand même plusieurs. C'est une réalité. Nous, notre point de vue, je pense que d'abord, c'est vraiment les usages qui ont changé. C'est-à-dire que la réalité, c'est que la porte d'entrée, c'est le mobile. Tout le monde veut vraiment quelque chose qui s'adapte au rythme de vie de chacun. C'est-à-dire qu'on l'a vu maintenant. Alors, c'est pas enfoncer une porte ouverte, hein, mais vraiment, ce besoin d'instantanéité, de pouvoir tout faire depuis son téléphone mobile, c'est vraiment le point d'entrée. Je pensais pas qu'aujourd'hui, même parce que ça fait 8 ans qu'on s'est lancé en France, que ça serait encore quelque chose qui serait très différenciant par rapport à la plupart des acteurs, et c'est encore une réalité. On voit que c'est pas encore quelque chose qui est acquis pour beaucoup d'acteurs. Le deuxième point, c'est aussi la façon dont la banque et les produits sont pensés. C'est-à-dire que nous, on est une banque, mais on est aussi vraiment, et on aime le dire, on est une boîte de tech qui fait de la banque. C'est-à-dire qu'on pense comme une boîte de tech, et une boîte de tech, elle commence par le client. C'est-à-dire que les banques traditionnelles et beaucoup de banques en ligne sont des émanations de banques traditionnelles. Donc elles pensent d'abord comment est-ce que je vais vendre plus de produits, comment est-ce que je vais vendre l'existant. La réalité et la façon dont on fonctionne, c'est qu'on part du client, on se dit quel est le besoin du client, et ensuite on va développer les produits front to back, vraiment pour expliquer au client, enfin vraiment pour faire en sorte que ça soit simple pour le client. Donc c'est vraiment penser comme ça. Et non seulement c'est la conception du produit, mais c'est toute la pédagogie dans toute la communication, toute la façon dont on fait les choses, on construit les choses, qui est extrêmement clé et différenciante. Donc on a vraiment un deuxième pan qui est vraiment sur la pédagogie, comment est-ce qu'on va expliquer des produits ou même réinventer des produits. On a lancé l'épargne récemment, où y a les livrets qui sont relativement has-been, où finalement il y a un compte épargne chez N26 où vos intérêts sont calculés tous les jours, vous avez accès à votre argent quand vous voulez, et on vous envoie les intérêts tous les mois. Donc, rien que sur des sujets comme ça, on est capable non seulement de le réinventer, mais surtout de partir du client et de se dire, OK, le client, peut-être qu'il n'a pas envie de réfléchir quelle est la quinzaine pour son produit d'épargne. Et enfin, bien entendu, le troisième point, on en parle aussi, c'est les sujets de prix. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé d'être compétitif, mais je pense que là aussi, le sujet, c'est pas d'être le moins cher. Et ça, c'est intéressant. C'est surtout une question de transparence et de bien pricer les choses. Là-dessus, on voit que... et c'est pour ça que c'est assez intéressant qu'on ait la moitié de nos clients qui prennent des offres payantes. C'est que c'est important d'avoir une offre gratuite parce que c'est un point d'entrée et c'est obligatoire. Mais au-delà de ça, les clients sont prêts à payer à partir du moment où ils comprennent la valeur des produits qu'on leur propose. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais ça ne nous empêche pas non plus d'être extrêmement compétitifs et de s'attaquer à des nouveaux sujets. Hein. On a lancé le trading et les ETF il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, on est la première banque à le fournir sans absolument aucun frais. Donc on est aussi capable d'attaquer d'autres acteurs dans la place sur ce sujet-là, parce que c'est aussi important de se battre sur ces sujets-là. Merci Jérémy. Thibaut, un petit mot rapide, parce que je vais faire aussi le timekeeper. Oui, rapidement, juste pour en revenir au sujet de la conquête, on est avec des acteurs qui ont une capacité d'absorption des rouleaux compresseurs de la conquête, qui vont être en capacité de faire grosso modo plus de 50 000 ouvertures de compte par mois. Ça veut dire sans doute traiter plus de 100 000 dossiers, 100 000 demandes en entrée autour de ça. Et en réalité, le jeu, je dirais le marché, c'est là qu'il se situe. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui font mieux, mais ceux qui font moins bien que ça et qui n'ont pas la capacité à tenir ce rythme-là, ça va être compliqué pour eux si on tire le trait au-delà des 3 prochaines années, quoi. Et donc, je trouve que le sujet aussi qu'on a là sur la conquête et sur la comparaison des différents modèles de conquête et de banque, de nature de banque, c'est que
elles doivent se pencher, et notamment les banques traditionnelles, se pencher sur la question de comment je parviens à réussir aussi à être dans ce jeu-là, dans cette équipe-là, avec mon coût d'acquisition que je dois maîtriser, mes coûts de risque évidemment, la conformité, parce que quand on fait 100 000 dossiers par mois, c'est sûr que on peut se dire qu'il y en a certains qui passent à la trappe, non, il ne faut pas, il faut tout maîtriser. Et également en tirant donc le trait, ce que je voulais dire. Mais bon, en gros, tu m'as mis la pression, là, alors du coup, je vais super synthétique. Mais en gros, le sujet, c'est ça pour moi, c'est que là, il faut se mettre en disposition, quand on veut créer des parcours digitaux, de parvenir à être au-delà d'un rythme je pense, qui s'approche du 100 000 dossiers par mois pour jouer, pour jouer encore et dans le long terme. Voilà. Merci Thibault. C'est vrai que le sujet est passionnant, donc on pourrait en parler des heures, mais du coup, il faut qu'on arrive à rester dans le timing. Juste peut-être pour conclure en tant que tel, si maintenant, parce qu'on voit que la situation elle est quand même plutôt favorable, si on se donne un petit peu perspective, quelles sont les prochaines étapes pour continuer on va dire, à conserver ce positionnement favorable face aux banques traditionnelles? Si on commence par toi, Jérémy, tu as un peu ta vision L'avantage, c'est que la vision n'a pas changé. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que les banques digitales allaient vraiment devenir les leaders, et on est en train de voir, c'est en train de se concrétiser, où au début on parlait de quelques centaines de milliers de clients, maintenant on parle de plusieurs millions de clients, et la réalité c'est que la quasi-totalité des ouvertures nettes de comptes en banque, elle se fait chez les banques digitales. Donc là on voit clairement que de toute façon le marché il s'oriente dans cette direction-là. Après, je pense qu'il y a deux choses que tu as un tout petit peu, en tout cas une chose que tu as un tout petit peu abordée, ça va être le développement d'offres produits des nouveaux acteurs, parce que, comme tu as dit aussi, on a commencé, on avait une offre extrêmement limitée. Aujourd'hui, maintenant, on est capable de fournir une gamme extrêmement large. Et c'est clé pour deux raisons. La première, c'est bien entendu une question de revenus. Nous, ce qu'on regarde, on regarde le NPS, mais ce n'est même pas notre sujet. Notre sujet, c'est à partir d'un client qui commence à utiliser un produit, combien il va utiliser d'autres produits pour développer, bien entendu, notre PNB, mais surtout devenir de plus en plus cette banque principale, même si ce n'est pas le bon terme. Et donc, justement, c'est comment est-ce qu'on continue à devenir de plus en plus le point d'entrée dans la banque. Ce qu'on observe, c'est que de toute façon, la multibancarisation est là. Les clients, ils ne ferment pas leur compte, simplement... Ce qu'on observe chez nous, c'est qu'ils utilisent leur compte N26 dans leur vie de tous les jours. Quand ils veulent des produits qu'on n'a pas, ils vont ailleurs. Mais la réalité, c'est qu'une fois qu'ils sont dans l'écosystème et qu'on leur propose le bon produit, ça devient de plus en plus le point d'entrée sur ces sujets-là. Et j'ai oublié ce que je voulais dire à la fin, mais on va s'en sortir. Mais tu vas me... C'est pas grave. C'est pas ce que tu voulais dire, mais... Ah si, non. Et oui, non, pardon, dernier point, parce qu'on parlait de prix et de compétitivité. Il y a une étude Bain qui est sortie, qui est assez impressionnante. Le sujet, il est pour les banques traditionnelles. En fait, comme il y a des nouveaux acteurs, alors il y a des pure players qui font de la banque ou des acteurs qui sont vraiment sur certaines niches. Et on va voir vraiment une diminution du revenu des banques traditionnelles. Aujourd'hui, on estime à peu près qu'il y a 25% des revenus des banques traditionnelles qui sont en risque, parce qu'il y a des banques en ligne qui sont compétitives, parce qu'il y a des acteurs qui sont compétitifs. Donc à la fin, ça profitera aux clients. Mais la réalité, c'est pour les banques traditionnelles, le fait que les banques digitales deviennent des banques principales et qu'il y ait des nouveaux acteurs, ça va vraiment mettre une pression extrêmement forte sur les revenus des banques traditionnelles. Merci Jérémy. Pierre, du coup nous, déjà, on appartient, je n'ai pas dit, mais à la Société Générale. Donc, de manière générale, on n'a jamais vraiment fait de bank bashing un peu primaire. Voilà, donc, on estime qu'il y a des modèles pour tous. Après, je rejoins quand même ce que tu dis. Quelque part, avec N26 ou Revolut, nous, on est évidemment concurrents, mais les clients qui viennent chez nous, ils viennent des banques traditionnelles à 90-95%. D'accord ? Donc nous, ce qu'on pilote de manière très claire, c'est, je disais, la satisfaction client, le NPS, l'équipement client, et nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est les cohortes. C'est-à-dire que chaque cohorte, mensuelle, trimestrielle, elles doivent avoir une pente d'équipement qui doit être cohérente et qui doit s'améliorer dans le temps. Donc ça, c'est plutôt notre manière de piloter la principalisation qu'on mentionnait tout à l'heure. Et puis, je disais, l'autonomie client, le nombre de fois où les clients nous appellent, ce que j'ai raconté tout à l'heure. Sur la stratégie de Boursorama, je ne vais pas vous faire de grandes révélations
ou sur l'Europe ou des choses comme ça que vous pourriez avoir avec des acteurs qui, eux, ont pris ce pli-là. Nous, encore une fois, notre objectif, c'est plutôt de creuser notre sillon, de renforcer notre leadership en France. Alors, en élargissant notre base de clients, alors toujours en continuant à recruter massivement et puis avoir des niches de clients un peu nouvelles. Vous avez peut-être suivi ces dernières semaines, on a lancé une offre qu'on appelle First, un peu de banque quasi privée, et puis on a revampé un peu notre offre pro. Donc l'idée, c'est de rester sur nos fondamentaux, rendre de la valeur aux clients, des offres 100% digitales. Donc même sur l'offre typiquement de banque en ligne, privée, on a sorti une offre d'assurance vie luxembourgeoise. On est vraiment sur un produit qui est positionné banque privée, mais qui est bien 100% en ligne. Je reviens à ce que je dis, il ne va pas être vendu, c'est bien le client qui va lui-même, et c'est vrai sur les produits structurés, c'est vrai sur d'autres choses. On a lancé un saving plan la semaine dernière, là on est vraiment dans ces logiques de simplicité d'épargne, etc., pour que tout le monde puisse avoir accès à ces produits. Et puis sur les pros, on a effectivement revampé en passant une offre en gratuite. Et donc là, on est vraiment, encore une fois, dans cette logique de rendre de la valeur aux clients. Donc étendre notre base et continuer à compléter notre offre produit, même si j'ai dit, je pense qu'on est assez différent de l'ensemble des banques en ligne, avec cette grande complétude d'offres qu'on a du crédit lombard jusqu'à l'ensemble des produits de bourse, etc. Et puis, je pense que j'ai bien insisté là-dessus, le cœur du modèle Bourso, c'est justement son modèle opérationnel, c'est comment on reste 1000 ETP pour gérer 7 millions de clients demain, peut-être 8, 10, je ne sais pas. Et ça, même si là aussi on n'est peut-être pas mauvais, on n'est pas tellement dans l'auto-complaisance chez Bourso, donc on dit au contraire qu'on est très mauvais et qu'on a plein de trucs à faire pour devenir meilleur dans nos UX, à s'inspirer aussi, regarder ce qui se fait dans l'écosystème bancaire et non bancaire. Et je pense qu'en cela, et on n'en a pas parlé, le mot magique d'IA, mais c'est vrai que pour les banques qui sont nativement digitales, je pense que c'est quand même un levier d'optimisation de notre modèle opérationnel qui est majeur et qui est très cohérent encore et qui est peut-être plus facile d'une certaine manière à mettre en pratique, à avoir des cas d'usage réels, quand on a au départ une chambre qui est, on va dire, rangée comme elle est dans une banque digitale, si je peux prendre cette expression, versus des choses peut-être plus compliquées. Le point de départ est plus compliqué dans d'autres établissements. Donc nous, on mise beaucoup sur l'IA pour continuer à renforcer notre modèle opérationnel qui est vraiment la clé du succès de Bourso. Merci Pierre. Du coup, Thibaut, peut-être juste pour conclure, donc ta vision avec la vision de QuickSign, comment justement accompagner un peu ces perspectives-là en tant que telles ? Alors, nous, la question qu'on se pose, c'est une question de l'Europe de la banque retail, quoi. On se dit que ça va arriver peut-être. Bon, vraisemblablement, si on ne tombe pas dans le Trumpisme, normalement, on arrive à un petit peu harmoniser nos marchés. La banque retail n'existe pas aujourd'hui. Il y a des acteurs, typiquement les néobanques, qui sont capables d'intervenir sur différents pays, mais on l'a vu avec une moindre profondeur. Et cette banque retail, elle va avoir besoin d'outils et à nous de nous dire de quoi cette banque retail européenne, comment pouvons-nous l'équiper. On sait qu'au plan de la réglementation et au plan des technologies, on sait faire. La banque retail, tout est prévu au niveau de directives européennes qui s'appliquent avec des petits deltas d'un pays à l'autre. Ces deltas-là, les technologies les couvrent de telle façon qu'on pourrait avoir des parcours utilisateurs qui soient équivalents et ultra performants dans les différents pays d'Europe. Et le petit delta, je vais revenir sur la donnée, parce que c'est toujours bien de conclure sur la data, mais effectivement, le delta qu'on voit et qui fait quand même pas mal la différence, c'est que pour aller chercher l'efficience, on fait tourner de la donnée, on fait tourner de l'IA, pour aller détecter de la fraude, pour aller trouver le parcours le plus efficient. Et ça, pour l'instant, ça fonctionne au plan local. C'est-à-dire que si on fait des exercices équivalents en Allemagne, en Italie, en Espagne, où on intervient, on n'obtient pas les mêmes résultats, on n'a pas, ce qui correspond sans doute aux habitudes des consommateurs, mais on n'est pas sur un marché européen qui nous permettrait d'avoir cette échelle-là. Et je dirais, nous on en est là, c'est-à-dire réussir à servir nos clients qui dépassent les frontières et en même temps en allant chercher une efficience qui, on le sait, va devoir quand même passer par un temps d'apprentissage au niveau de la donnée. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, en tout cas, pour cet échange, j'espère riche, qui aura répondu à vos questions. Merci à tous.